Le Sahel, une région longtemps marquée par l'attente, a vécu un tournant inattendu en octobre 2025. En l'espace de heures, les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont renversé la situation, reprenant le contrôle d'un territoire que le monde croyait perdu. Ibrahim Traoré, le général qui a refusé de dépendre de l'extérieur, a pris les rênes, transformant l'espoir en action. Mais à quel prix ce tournant a-t-il été payé? Ce changement, impulsé par Traoré, annonce-t-il une nouvelle ère pour le Sahel ou n'est-ce qu'une victoire temporaire? En octobre 2020, le Sahel a franchi un seuil historique. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, unis sous la houlette d'Ibrahim Traoré, ont pris une décision radicale, repoussant les frontières de la dépendance pour établir leur propre souveraineté. Le Sahel, une région longtemps vue comme un terrain de promesses non tenues, a décidé de ne plus attendre. Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, a mis fin à l'ère des interventions extérieures. Mais une telle audace ne vient pas sans risque. Le monde, notamment les grandes puissances étrangères, a rapidement réagi. À l'intérieur, cependant, une autre question se posait. Après des décennies de guerre et d'incertitude, les populations du Sahel pouvaient-elles enfin rêver d'une stabilité durable? Le pari de Traoré ne concerne pas seulement une victoire militaire, mais la redéfinition de l'identité de toute une région. L'enjeu est immense. Ce tournant marquera-t-il un tournant décisif pour l'avenir du Sahel? Avant octobre 2025, le Sahel vivait sous une ombre persistante, une région où les promesses de stabilité n'étaient que des mirages. L'intervention militaire étrangère, censée apporter la paix, avait laissé des villages en ruine, des populations déplacées et une humiliation profonde. Cependant, en heures, tout a changé. La force conjointe du Burkina Faso, du Mali et du Niger a redéfini la dynamique régionale. Au centre de ce changement se trouve Ibrahim Traoré, un homme qui a refusé d'attendre des solutions externes. Le octobre, un matin silencieux, la région s'est réveillée avec un seul objectif: définir son propre champ de bataille. Ce tournant a marqué un moment décisif, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan psychologique pour les habitants du Sahel. Ibrahim Traoré, avec son approche pragmatique et sa vision de l'autosuffisance, a ouvert la voie à une nouvelle ère. Plutôt que de s'appuyer sur des alliés étrangers, il a placé son propre peuple et ses ressources au cœur de la stratégie. Le Burkina Faso est passé d'un simple spectateur à l'acteur central de cette transformation, orchestrant des stratégies de guerre locales et innovantes. Le monde extérieur, incrédule, n'a pas vu venir ce changement rapide. Le moment où les drones locaux ont décollé et où les batteries cesseront frapper les positions ennemies, le Sahel a montré qu'il ne se battait plus pour survivre, mais pour exister en tant qu'entité souveraine, prête à façonner son avenir. Le Sahel venait de se réveiller. Ibrahim Traoré n'est pas un homme du hasard. Né dans la turbulence, il a grandi au cœur des défis du Sahel, où les promesses de l'extérieur se sont souvent soldées par des échecs cuisants. Mais son parcours a forgé un soldat pragmatique, prêt à faire face aux réalités brutales de son pays. En octobre 2025, lorsqu'il a pris la tête de l'Alliance des États du Sahel, il savait que la bataille n'était pas seulement militaire, mais aussi idéologique. Il a fait face à des critiques sévères, accusé par certains observateurs de mettre en péril la stabilité régionale en tentant une approche trop audacieuse. Mais sur le terrain, l'histoire était différente. Les soldats burkinabés, maliens et nigériens ont vite compris que ce n'était pas seulement une guerre contre des ennemis visibles, mais contre l'indépendance qui leur avait été niée pendant des décennies. Ils ont combattu pour leur propre terre, leur propre histoire. La première grande décision de Traoré a été de couper les chaînes de la dépendance. En rendant l'initiative à ses forces locales, il a non seulement changé le cours de la bataille,
mais aussi redonner espoir à un peuple fatigué. Le message était clair. Ce n'était plus une guerre de quelqu'un d'autre. Le Sahel, sous la direction de Traoré, avait choisi de se défendre selon ses propres règles, avec ses propres moyens. La transition, bien que brutale, avait déjà commencé à transformer les mentalités et les structures sur le terrain. Les premiers jours d'octobre ont vu le Sahel entrer dans une phase de transformation radicale. Ce qui semblait être une région condamnée à la dépendance est soudainement devenu le théâtre d'une opération militaire audacieuse coordonnée par Ibrahim Traoré et ses alliés du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'opération a commencé discrètement, mais ses effets ont été immédiats. Le terrain, jadis vu comme un désert de chaos, est devenu un laboratoire d'autonomie, où la technologie et la coordination locale ont joué un rôle crucial. La première grande victoire a été l'attaque surprise contre les positions de Jenim, un groupe armé qui avait longtemps semé la terreur dans la région. Les frappes aériennes, soutenues par des drones locaux conçus et assemblés sur place, ont mis en déroute l'ennemi. L'attaque a été rapide et précise, montrant la capacité du Sahel à mener une guerre autonome sans dépendre des puissances étrangères. Le plan de Traoré a été clair: frapper vite et fort en utilisant les ressources locales. Dès le premier matin, les positions ennemies ont été attaquées en 3 vagues successives. D'abord, les motos utilisées par les groupes armés ont été détruites. Ensuite, les dépôts de carburant ont été réduits en cendres. Et enfin, les tentes de commandement de GNIM ont été anéanties. En quelques heures, l'ennemi, auparavant redoutable, se retrouvait coupé de ses lignes de communication et de ravitaillement. Les soldats du Burkina Faso, guidés par des informations en temps réel transmises par les drones, ont avancé méthodiquement avec une efficacité sans précédent. Leur objectif n'était plus simplement de défendre, mais de reprendre le contrôle de leur propre destin. Au-delà de l'impact militaire, cette offensive a eu un effet psychologique majeur sur la population du Sahel. Les villages frontaliers, qui vivaient dans la peur constante des attaques, ont vu un changement radical. Les habitants ont commencé à écouter les radios locales plutôt que les bulletins étrangers, et une phrase a rapidement circulé: «Cette fois, c'est nous». Ce changement de mentalité, bien qu'invisible au début, a marqué le début d'une nouvelle ère pour la région. Les soldats, qui combattaient pour la première fois pour leur propre pays, se sont sentis portés par un idéal plus grand que la simple victoire militaire: la fierté et la souveraineté retrouvée. Alors que les frappes se poursuivaient et que l'ennemi se repliant, le monde observait, incrédule. À Tindiban, une petite ville frontalière, les premiers signes de la victoire étaient visibles. Ce qui avait été une zone de terreur est rapidement devenu un symbole de résistance. La guerre était loin d'être terminée, mais les premières étapes de la libération du Sahel étaient désormais accomplies. Pour Ibrahim Traoré et ses alliés, il ne s'agissait pas d'une simple bataille gagnée, mais d'une déclaration. Le Sahel ne serait plus jamais un observateur passif des événements mondiaux. Il venait de se définir sur ses propres termes. Le tournant d'octobre 21 a été marqué non seulement par une victoire tactique, mais aussi par des chiffres qui témoignent de l'efficacité du modèle militaire du Sahel. En l'espace de heures, plus de 1 positions ennemies ont été neutralisées sur un territoire couvrant près de 6 km². Les résultats de l'opération ont dépassé les attentes des observateurs étrangers qui pensaient que la région n'aurait pas les ressources nécessaires pour mener une telle offensive avec succès. Pourtant, la réactivité du Sahel a été phénoménale. Le temps de réaction entre la détection d'une menace et la réponse militaire a été divisé par 4. Là où les missions étrangères avaient besoin de plusieurs semaines pour déployer une opération, l'Alliance des États du Sahel a agi en seulement heures. Le coût
opérationnel a également été réduit de moitié par rapport aux interventions traditionnelles menées par des puissances extérieures. Une efficacité qui s'explique par l'utilisation de technologies locales, comme les drones fabriqués dans les pays du Sahel et les systèmes SR du Burkina Faso. Ces équipements, qui n'étaient autrefois considérés que comme des outils de base, ont permis une coordination et une précision sans précédent. Par exemple, les drones ont joué un rôle crucial dans la localisation des cibles et la transmission d'informations en temps réel, ce qui a permis aux troupes au sol de se déplacer rapidement et en toute sécurité. En outre, les unités de terrain, appuyées par des images aériennes, ont avancé avec une précision millimétrique, réduisant au minimum les risques pour les civils. Les pertes civiles ont été remarquablement faibles, inférieures à %, un taux inédit pour une opération de cette ampleur. Cela a été confirmé par des observateurs indépendants à Bamako et Niamey, qui ont salué la capacité de l'AES à mener une guerre précise sans sacrifier la vie de ses populations. Ce taux de pertes extrêmement bas démontre que la stratégie de Traoré, qui mettait l'accent sur l'autonomie et la maîtrise du terrain, a non seulement été efficace, mais aussi respectueuse des principes de proportionnalité et de minimisation des dommages collatéraux. Cette réussite a renforcé la conviction parmi les populations locales que le Sahel pouvait désormais prendre en main sa propre sécurité sans dépendre des puissances extérieures. Les performances de l'AES ont, pour la première fois, montré que la région pouvait organiser une défense nationale autonome, capable de rivaliser avec les forces militaires internationales. Ces chiffres, au-delà de leur valeur militaire, ont également eu un impact psychologique profond. Ils ont prouvé que, même dans un environnement complexe et difficile, l'Afrique pouvait défendre ses intérêts et sa souveraineté de manière indépendante. Cette démonstration de force a fait plus que repousser un ennemi. Elle a permis de redéfinir la place du Sahel dans l'échiquier mondial. Ibrahim Traoré, en dirigeant l'Alliance des États du Sahel, a su convaincre ses alliés et ses troupes que la victoire ne résidait pas seulement dans la force brute, mais dans une stratégie profondément ancrée dans la réalité de la région. En effet, ses détracteurs ont souvent dénoncé une approche imprudente, voire autoritaire, arguant que l'indépendance du Sahel se paierait par une instabilité accrue. Certains ont critiqué la militarisation de la souveraineté, voyant dans l'initiative de Traoré une tentative de renforcer le pouvoir central au détriment de la démocratie locale et de la coopération régionale. Selon eux, une telle stratégie risquait de fragiliser la cohésion interne et de provoquer des divisions supplémentaires au sein des pays du Sahel. Cependant, ces critiques omettent un point crucial. La situation du Sahel avant 20 était déjà marquée par une profonde insécurité, des échecs répétés des missions internationales et une dépendance de plus en plus lourde envers les puissances étrangères. Après des décennies d'inefficacité, une approche plus radicale et autonome semblait inévitable. Les pays du Sahel étaient à un carrefour, continuer de subir l'influence étrangère ou prendre leur destin en main. Ibrahim Traoré a fait le choix de la deuxième option, et c'est ce qui a permis à la région de se redéfinir. En outre, l'opération militaire menée par l'AES a prouvé que l'initiative de Traoré n'était pas un coup de force, mais un mouvement bien préparé et soutenu par une planification stratégique solide. La rapidité et l'efficacité de l'opération ont non seulement surpris les observateurs étrangers, mais ont aussi changé la perception que l'on avait de la capacité de la région à se défendre. La réussite de cette offensive a renforcé la crédibilité de l'AES et a envoyé un message fort à la communauté internationale. Le Sahel n'est plus un terrain de jeu pour les grandes puissances, mais un acteur souverain et responsable. Les arguments contre cette approche se heurtent donc à la réalité de l'efficacité militaire,
à la faible perte de vies humaines et à la démonstration de l'autonomie stratégique du Sahel. En mettant en œuvre cette offensive, Traoré n'a pas seulement gagné une bataille, mais a redonné à son peuple la confiance en son avenir. Ce modèle, basé sur l'indépendance et la prise en main des destinées locales, pourrait bien devenir un exemple pour d'autres régions africaines qui, comme le Sahel, sont encore sous la dépendance de forces extérieures. Le Sahel, jusqu'en octobre 2025, semblait condamné à une éternelle instabilité, alimentée par des interventions extérieures et des promesses non tenues, mais en seulement heures, cette perception a été renversée. Ibrahim Traoré, avec sa vision de souveraineté et son audace, a prouvé qu'une autre voie était possible. Le octobre, au matin, la première offensive de l'Alliance des États du Sahel a non seulement brisé l'élan de l'ennemi, mais a aussi lancé une nouvelle ère de sécurité et de coordination pour la région. Le modèle qu'il a mis en place ne se limitait pas à la stratégie militaire, mais s'inscrivait dans un projet global de transformation du Sahel. Une force militaire autosuffisante, soutenue par des technologies locales, et une volonté collective de changer la donne. Ce n'était pas seulement une victoire sur le terrain, mais une victoire sur des décennies de dépendance et de passivité. Ce qui était auparavant une terre de conflit devenait ainsi le laboratoire d'une nouvelle forme de gouvernance. L'offensive d'octobre 20 ne se limitait pas à un simple changement militaire. Elle a redéfini le rôle du Sahel dans l'ordre mondial et a ouvert la voie à une série de transformations profondes. Pour les 4 groupes principaux qui composent la région, les populations locales, les gouvernements, les acteurs militaires et les partenaires étrangers, les conséquences de cette victoire ont été immédiates et multiples. Pour les populations locales, le plus grand changement a été psychologique. Après des décennies d'attente et de souffrance sous l'effet des interventions extérieures, les habitants du Sahel ont commencé à percevoir une nouvelle forme d'espoir. Le slogan «Cette fois, c'est nous» est devenu un symbole de fierté et de résilience. Les villages qui étaient autrefois en proie à des attaques régulières ont vu une reprise des activités normales. L'attaque, bien que violente, a permis de renforcer la foi en la capacité de leur propre terre à se défendre. Des milliers de déplacés ont commencé à regagner leurs terres, retrouvant une stabilité qu'ils n'avaient pas connue depuis des années. La guerre, qui semblait ne jamais finir, a lentement laissé place à un processus de guérison. Pour les gouvernements, la victoire militaire a permis de renforcer l'unité régionale. Les pays du Sahel ont commencé à parler d'une seule voix, mettant de côté les rivalités passées pour se concentrer sur un objectif commun, la souveraineté. Ibrahim Traoré, en particulier, a émergé comme une figure centrale, non seulement en tant que militaire, mais aussi comme un leader politique capable de forger des alliances solides au sein de la région. Sa stratégie a permis d'instaurer une gouvernance plus cohérente, centrée sur la prise de décision locale et l'indépendance. Pour les acteurs militaires, l'opération a été une démonstration de puissance et d'efficacité. La coordination entre les différentes armées a été un modèle de coopération, chaque pays apportant ses forces spécifiques. Cette victoire a permis d'installer une confiance accrue dans les capacités locales. De plus, la technologie développée localement, comme les drones et les systèmes de communication, a joué un rôle crucial, prouvant que le Sahel pouvait non seulement se défendre, mais le faire à l'aide de moyens qu'il a créés lui-même. Pour les partenaires étrangers, la situation a pris un tournant délicat. L'intervention de l'AES a mis en lumière les limites des approches extérieures et a posé la question de la légitimité de l'ingérence étrangère dans la gestion des crises régionales. Les puissances occidentales, qui avaient longtemps joué un rôle de médiateur, ont été forcées de revoir leur position. Plutôt que de dicter les solutions, elles ont dû accepter que la région choisisse son propre chemin vers la paix et la stabilité. Ce changement a forcé certains alliés à revoir leur stratégie et à envisager des partenariats plus égalitaires.
Les résultats sur le terrain ont confirmé que le Sahel n'était plus un simple champ de bataille pour les puissances extérieures, mais un acteur déterminé à prendre le contrôle de son propre destin. Cette victoire a posé les bases d'une région plus autonome et résiliente, capable de se défendre contre les menaces, tout en redéfinissant son rôle dans la géopolitique mondiale. À moyen terme, l'avenir du Sahel semble ouvert à trois trajectoires distinctes, chacune portant son lot de promesses et de risques. L'issue dépendra largement de la capacité des dirigeants régionaux à maintenir l'unité, à gérer les pressions internes et à naviguer dans un environnement géopolitique de plus en plus complexe. Scénario de base, la consolidation. Dans ce scénario, l'alliance des États du Sahel réussit à maintenir son unité et à renforcer sa coopération militaire. Les relations entre les pays membres deviennent plus solides avec des efforts conjoints pour améliorer les infrastructures et assurer une sécurité continue le long des frontières. Le processus de consolidation inclurait également un soutien accru à la production locale, la construction de réseaux de défense régionaux et le renforcement de la cybersécurité. Toutefois, des tensions politiques internes pourraient émerger en raison de la diversité des gouvernements et des priorités nationales. Le principal défi serait de maintenir l'équilibre entre souveraineté et coopération, tout en évitant l'émergence de nouvelles fissureries politiques qui pourraient affaiblir l'AES. Scénario optimiste. L'effet domino. Ce scénario envisage une dynamique plus positive où l'exemple du Sahel inspirerait d'autres pays africains à adopter des modèles similaires de gouvernance autonome et de défense collective. D'autres régions, confrontées à des défis similaires de dépendance extérieure et d'instabilité, suivraient l'exemple du Sahel en mettant en place des mécanismes de coopération régionale et en développant leurs propres capacités militaires et technologiques. L'Afrique pourrait voir une multiplication des partenariats sud-sud, une autonomie croissante dans la gestion des crises et des investissements accrus dans les technologies locales. Cela permettrait non seulement de renforcer la souveraineté des pays africains, mais aussi de donner au continent un rôle plus central dans la géopolitique mondiale. Toutefois, une telle transformation nécessiterait des réformes économiques substantielles et une stabilité politique interne pour éviter que des tensions ne surgissent. Scénario pessimiste. La fracture. Le scénario pessimiste envisage une dégradation de la situation, où les divergences politiques et les tensions internes fragilisent l'unité de l'AES. Les tensions régionales pourraient se manifester à travers des conflits interétatiques ou des rivalités entre factions politiques au sein des pays membres. Des campagnes de désinformation externes et des pressions internationales croissantes pourraient miner les efforts de consolidation, notamment par l'imposition de sanctions économiques et diplomatiques. Ce scénario risquerait de ramener le Sahel à un état d'instabilité prolongé, avec la possibilité d'une régression vers la dépendance extérieure. La réussite de cette trajectoire dépendra fortement de la capacité des leaders politiques à gérer la diversité des intérêts, tout en maintenant un front commun face aux défis internes et externes. L'avenir du Sahel réside donc dans sa capacité à maintenir l'unité interne et à faire face à la pression extérieure, tout en équilibrant ses ambitions de souveraineté avec la réalité d'un monde interconnecté. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer la direction dans laquelle la région se dirige. Les répercussions de la victoire du Sahel en octobre 21 se limitent pas aux seuls habitants de la région. Elles résonnent à l'échelle mondiale, forçant chacun à reconsidérer la manière dont l'indépendance et la souveraineté peuvent être redéfinies dans le monde moderne. Le Sahel a prouvé que, même dans un contexte de pauvreté et de défis immenses, une région peut se défendre, se réorganiser et reprendre le contrôle de son avenir.
C'est un message puissant pour les pays africains, mais aussi pour tous ceux qui croient que la véritable souveraineté ne peut exister qu'avec l'aide étrangère. Pour les acteurs internationaux, cette victoire pose des questions profondes sur le rôle des puissances extérieures dans les affaires internes des pays africains. Si un pays comme le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, peut défier les attentes et s'imposer comme un acteur central de sa propre sécurité, qu'en est-il des autres régions qui se trouvent dans une situation similaire? Le monde peut-il continuer à voir l'Afrique comme un terrain d'aide ou est-il temps pour un changement radical dans les relations internationales? Pour les populations du Sahel, l'effet immédiat de cette victoire est la restauration de la fierté nationale et de la confiance en soi. Mais cette transformation n'est pas seulement symbolique. Elle a des implications pratiques. Dans les villes et villages, on commence à voir une nouvelle génération de jeunes qui ne cherchent plus à fuir, mais à investir, à bâtir et à participer à l'évolution de leur région. Ces jeunes, autrefois désillusionnés, voient aujourd'hui une voie vers l'avenir, une voie qui est entre leurs mains. Cette nouvelle perception du Sahel comme un modèle de résilience et d'indépendance peut inspirer des mouvements similaires à travers le continent. Le défi reste de taille, mais le potentiel est immense. Pour garantir que la victoire d'octobre 21 ne soit pas qu'un feu de paille, il est impératif que le Sahel continue à bâtir sur les fondations de cette révolution stratégique. Ibrahim Traoré a posé les bases, mais la mise en œuvre de cette vision nécessite des étapes claires et une coordination de tous les acteurs régionaux. Le chemin vers une stabilité durable repose sur trois axes principaux: la consolidation de la défense, la transformation économique et la renégociation des relations internationales. Consolidation de la défense. Le premier objectif immédiat doit être la sécurisation des frontières et le renforcement des capacités militaires locales. Pour ce faire, l'AES doit investir dans la formation continue des officiers militaires, non seulement en matière de stratégie de défense, mais aussi dans le domaine de la cybersécurité et de la gestion des technologies modernes. La création d'académies militaire régionale serait un moyen efficace de produire une nouvelle génération de leaders capables de penser africain avant de penser importé. Ce modèle de défense régionale pourrait être reproduit dans d'autres régions d'Afrique confrontées à des menaces similaires. Transformation économique. La guerre contre la dépendance doit se traduire par une révolution économique. Là où les bombes sont tombées, des champs doivent être cultivés. Un des objectifs clés est de transformer les zones de conflit en couloirs agricoles et de créer des opportunités pour les jeunes. Le développement de technologies agricoles et la mise en place de programmes de microfinancement permettront de stimuler l'économie locale et de donner aux populations les moyens de se reconstruire. La coopération entre les États du Sahel doit s'élargir pour favoriser des projets d'infrastructures communes, notamment dans l'agriculture et l'énergie, afin de renforcer l'autosuffisance régionale. Renégociation des relations internationales. Enfin, le Sahel doit négocier une nouvelle forme de partenariat avec les puissances étrangères. La fin des interventions militaires étrangères doit s'accompagner d'un rééquilibrage des relations économiques. La région doit se tourner vers des accords de partenariat sud-sud où l'accent est mis sur l'échange de ressources, de technologies et d'expertise plutôt que sur des aides financières qui perpétuent la dépendance. Ce plan, en 5 étapes, vise à renforcer l'indépendance du Sahel tout en consolidant les acquis de la victoire d'octobre 20. Cependant, sa réussite dépendra de la volonté des dirigeants et des peuples de maintenir l'unité face aux défis internes et externes. La victoire de Tindiban n'a pas seulement transformé le paysage militaire du Sahel, elle a redonné à tout un peuple sa dignité perdue. Ibrahim Traoré, en tant que figure centrale, incarne cette renaissance non pas par un acte héroïque isolé,
mais par une vision collective de souveraineté retrouvée. Le lion se souvient, a-t-il dit en posant sa main sur le sable de Tindiban, un symbole puissant de résilience et de mémoire. Ce n'est pas une simple phrase, mais un reflet de l'histoire du Sahel, une histoire marquée par des luttes interminables pour la survie, la justice et l'autonomie. Dans les villages, les tambours résonnent à nouveau, mais cette fois, ils ne célèbrent pas la guerre, mais la paix retrouvée et la fierté nationale. La région, autrefois vue comme un terrain de conflits incessants, se réinvente. La guerre a laissé place à la reconstruction et pour la première fois, le Sahel regarde vers l'avenir avec espoir. Le nom d'Ibrahim Traoré, au-delà de la victoire militaire, restera celui d'un homme qui a redonné à son peuple la fierté de croire en leur propre pouvoir de transformation. Cette victoire, loin d'être un point final, est un commencement, et l'écho de ce début résonne déjà bien au-delà des frontières du Sahel. Le Sahel, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, a redéfini ce que signifie être un acteur souverain dans un monde en perpétuelle évolution. Cette victoire ne doit pas seulement être vue comme un moment historique, mais comme une invitation à chaque nation à repenser sa place dans le monde. Que se passerait-il si d'autres régions, trop longtemps sous l'influence d'interventions extérieures, prenaient l'exemple du Sahel et choisissaient de se redéfinir par leurs propres moyens? À l'heure où le monde regarde, le Sahel montre qu'il est possible de lutter pour son avenir avec détermination et résilience. Les décisions qui seront prises dans les mois à venir façonneront non seulement l'avenir du Sahel, mais aussi celui de tout le continent africain. Ce n'est pas seulement une question de gouvernance, mais de dignité et de responsabilité partagée. L'appel est lancé. Et si chaque peuple décidait de définir son propre champ de bataille, non par la force, mais par la volonté de se réinventer? Rejoignez cette réflexion. Quelle est votre vision pour l'avenir de votre région? Partagez vos pensées et soyez une partie de ce changement global.